Bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler de la galanterie en Chine, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport notamment à la notion de face. On va parler des différences aussi entre Taïwan et la Chine. Alors, on va terminer cet épisode sur pourquoi est-ce que les Chinois viennent faire aussi leurs études supérieures en France. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 16 de La Chine, le chinois commencé vraiment, #LCLCCCV, dans lequel je réponds à vos questions en vous présentant donc la Chine bien évidemment telle que moi je la vois et aussi le chinois. D'ailleurs on parlera de chinois dans l'épisode de demain. Aujourd'hui ça sera surtout de la culture, de l'interculturalité. Alors, je vous raconte souvent un petit truc, un petit détail, une petite anecdote en début d'épisode. Aujourd'hui, j'ai une petite question qui m'est posée et je souhaitais y répondre justement avant de répondre aux questions plus sur l'interculturalité, puisque c'est une question qui me concerne moi personnellement, qui me dit « Est-ce que tu n'étais pas à Saint-Omer dans le Nord il y a pas longtemps ? Je pense t'avoir reconnu. » Oui, j'étais à Saint-Omer dans le Nord il y a pas longtemps. Et j'étais notamment à Auchan. Donc voilà, c'est le seul endroit où je suis allé à Saint-Omer dernièrement. Donc oui, et c'est pas la première fois que je reçois ce genre de questions. Les gens ils me reconnaissent dans la rue, ils me reconnaissent dans les magasins, ils me reconnaissent quoi, voilà, tout simplement dans les parcs aussi. Ça m'est arrivé en Belgique, mais les gens ne viennent pas me voir, mince, ça me perd les popettes. Si vous me connaissez, si vous me reconnaissez, eh bien venez me faire un petit coucou, venez me dire bonjour, on se fait une photo ensemble, si j'ai le temps on se prend une bière ou un café ou n'importe quoi. C'est toujours super agréable de rencontrer les personnes donc qui me suivent ou qui sont inscrits à la méthode Cramp, ou bien alors qui me suivent tout simplement comme ça, les podcasts, les vidéos ou les articles de blog ou n'importe quoi. Et puis juste se faire un petit coucou, quoi. Ça, c'est vraiment la relation, j'ai envie de dire, humaine qui est la plus sympathique, la plus intéressante dans ce que je fais. Donc, si vous me reconnaissez, que je sois de passage en Belgique, ou à Paris, ou à Lille, ou en Hongrie, ou en Chine, ou en Thaïlande, ou n'importe quoi d'ailleurs, eh bien venez me faire un petit coucou, ça fait vraiment super plaisir, toujours comme ça. C'est toujours, ça me fait aussi d'ailleurs plaisir de recevoir ce genre de message, de voir que les gens m'ont vu, et que ils prennent aussi d'ailleurs ils font l'action de m'envoyer un message, de me faire un petit coucou, par mail après coup, mais on peut le faire d'ailleurs directement comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est juste très sympathique, donc coucou aux personnes de Saint-Omer notamment. Bien, d'ailleurs bonjour aussi, alors on parlera de Canada bientôt, et bonjour aussi aux personnes au Japon qui me suivent. Je remarque qu'il y a pas mal de personnes aussi au Japon qui me suivent, donc un petit coucou aussi à eux. Alors on attaque les questions. On commence par Sébastien qui me dit « Bonjour Cédric, dans une de tes vidéos ainsi que dans la méthode Cramp, tu rappelais l'importance de garder la face en Chine et de paraître viril en société publique pour un homme. Est-ce que c'est toujours d'actualité et quelle est donc la place de la femme dans tout ça ? Quid de la galanterie en public ? Comment sont perçus les occidentaux galants avec les femmes ? Merci. » Alors attention, il faut bien noter que on a une différence entre galanterie, viril, machisme, etc. Il faut être galant, mais pas soumis. Il faut être viril, mais pas macho. Ça, c'est vraiment important. Donc, on ne doit pas travailler que sur la supériorité de l'homme supposé par rapport à la femme, non. Et d'ailleurs, c'est pas le cas dans la moitié de la Chine. Dans la moitié de la Chine, on va dire que c'est plus les femmes qui dirigent la famille, mais l'homme doit garder sa face, doit garder sa virilité, notamment en public. Par contre, à la maison, parfois, il y en a qui se font battre d'ailleurs. Il y a dans une partie de la Chine, dans une moitié, donc on a une séparation nord-sud. On pourrait dire que dans la moitié de la Chine, on a des hommes qui battent leurs femmes, qui maîtrisent, qui gèrent la famille, et dans l'autre moitié, c'est l'inverse, quoi. Et on a des femmes qui battent les hommes, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est important de noter la différence. Donc on va être galant, viril, sans être, encore une fois, je me répète, sans être soumis, sans être macho. Voilà, ça c'est vraiment important. Par exemple, je vous parlais d'ailleurs il y a pas longtemps, du restaurant. Si on est l'homme, généralement c'est l'homme qui paye. Voilà, s'il y a un truc lourd à porter, c'est l'homme qui porte. Par contre, ça s'arrête là où on a une tradition, on va dire, où on a quelque chose on va dire, ou quelque chose de féminin. Voilà. Si par exemple c'est s'occuper de l'enfant,
généralement, les hommes, ils s'occupent pas des enfants. Ils vont pas porter les bébés, ils vont pas porter le sac à main aussi de la femme. Là, par contre, c'est pas de la virilité. C'est pas je te donne un coup de main pour porter ce sac de croquettes de 10 kilos, ou bien alors ce sac de riz de 23 kilos, par exemple. Si on porte le sac à main de la femme, là, par contre, c'est dévalorisant. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose, enfin, on va dire de féminin justement, et là on perd peut-être un petit peu de face. Alors les choses changent. Et ça commence à être d'ailleurs très bien perçu pour une femme lorsque l'homme porte son sac à main. Et d'ailleurs on avait une photo du président actuel chinois Xi Jinping qui portait le sac à main de sa femme, qui du coup justement parce que c'est quelque chose qui est pas fréquent, qui est pas dans les mœurs, avait fait un buzz énorme et avait été très très bien perçu d'ailleurs par le peuple chinois. Alors je sais pas si c'était un montage ou si c'était vrai, mais dans tous les cas, ça illustre parfaitement ça. Donc vous pouvez retrouver cette histoire du sac à main quand il sortait de l'avion avec son épouse qui est d'ailleurs une chanteuse célèbre, très mal. Enfin bon, voilà. Donc on va faire attention. Pareil, de plus en plus, l'histoire de porter le bébé, de plus en plus, on a des buzz où, par exemple, on montre, quand on a des photos de stars occidentales, il y avait un buzz il y a pas longtemps, quand on a une photo de stars occidentales, généralement c'est le papa, c'est Brad Pitt qui porte les enfants. Tandis que quand on a une photo de stars chinoises, généralement c'est la maman, qui porte les enfants. Et ça avait fait un buzz aussi. Donc, les choses changent, et c'est important aussi d'ailleurs. De pas rajouter des préjugés lorsque je réponds en question. Par exemple, le clivage nord-sud, ou dans le sud, par exemple, c'est la femme qui s'occupe de la famille, c'est la femme qui gère l'argent, dont généralement les époux d'ailleurs donnent tous leurs revenus à leur épouse, et après c'est elle qui donne de l'argent de poche à l'homme. Donc vraiment apparaître viril en société, en public, sans être effectivement donc macho ou supérieur. Ça c'est vraiment donc là où on a la petite subtilité. Donc c'est toujours d'actualité. Et donc la place de la femme, elle est pas si réduite que ça par rapport d'ailleurs parfois en France, parce que parfois au final c'est elle qui gère la famille, c'est elle le chef de famille. Donc la galanterie en public là aussi, on pourra pourquoi pas être galant, ouvrir la porte à une femme. Là, c'est une preuve, on va dire, de virilité, de respect, sans par contre aller à l'extrême. Et voilà. Donc attention à pas rajouter des préjugés non plus, c'est important. Voilà. Donc concept de face qui prédomine par rapport à la relation. Par exemple, on va pas s'agenouiller devant une femme, on va pas se faire crier dessus par une femme en public ou ce genre de choses. Ça serait là, on perdrait la face. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour de la question, et je veux vraiment pas rajouter non plus des préjugés, mais voilà la situation actuelle telle que moi je l'aperçois. Question de Ségolène qui me dit: merci Eric pour tes vidéos, toujours de bons sujets. À la base, j'apprends le chinois simplifié et traditionnel pour voyager à Taïwan. Alors, on a parlé beaucoup de Taïwan justement ces derniers temps. J'ai beaucoup plus d'intérêt pour cette île que la Chine en elle-même, mais j'adore t'écouter car je me dis qu'à part la politique, beaucoup de choses doivent être pareilles dans leur culture. Puis, pourquoi pas finalement donc faire une escale vers la Chine lorsque je serai à Taïwan. Donc voici ma question. Es-tu déjà allé à Taïwan? Quelles sont les différences majeures que tu aies notées? Alors je suis jamais allé à Taïwan, ça c'est vrai, il faut vraiment le noter. Par contre, j'ai pas du tout de problème pour parler de culture taïwanaise ou bien alors parler de programmes télé taïwanais, etc. Moi, il y a des programmes télé que j'adore, par exemple, quand vous allez voir un Taïwanais et que vous leur parlez de l'émission What's High, et notamment aussi de son présentateur célèbre qui s'appelait Xienge. D'ailleurs, j'ai arrêté de suivre l'émission quand ils ont changé de présentateur. Là, ça prouve vraiment, effectivement, qu'on est vraiment dans la culture populaire de Taïwan à fond. Et j'étais vraiment à fond là-dedans. Et puis les reportages sur Taïwan, enfin les reportages taïwanais sur Taïwan, les émissions taïwanaises sur Taïwan, je m'en suis vraiment imprégné. C'est une culture que j'apprécie. Alors j'en parle pas souvent d'ailleurs de la culture taïwanaise moderne. J'en parle pas souvent parce que souvent on me pose des questions d'ailleurs sur la Chine, donc ça me fait plaisir qu'il y ait ces questions sur Taïwan. Mais effectivement, oui, je m'y intéresse énormément. Alors donc physiquement parlant, par contre, j'y suis jamais allé. Je crois que le plus proche que je sois allé, et le plus proche d'ailleurs en culture aussi, c'est lorsque j'étais à Xiamen. À Xiamen, donc vers les îles entre Xiamen, donc la Chine continentale, et l'île de Taïwan. C'est-à-dire que je pouvais voir Taïwan devant moi, l'île, mais je n'y ai pas posé le pied, tout simplement.
Voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a des trucs qui sont rigolos aussi quand on suit un petit peu les infos de Taïwan, etc. Quand on voit les débats politiques qu'on n'a pas forcément en public d'ailleurs en Chine, et on les voit qui se tapent dessus d'ailleurs physiquement, ils se donnent des claques, ils se balancent des chaises et tout ça, c'est amusant. Je les trouve plus ouverts, peut-être parfois très très ouverts d'ailleurs. Les sujets des émissions populaires qui parlent des mannequins, qui parlent de sexe, où on a des blagues potaches. C'est pas, d'ailleurs, on s'éloigne de Hong Kong. On est plus proche peut-être d'une ouverture de type américaine. D'ailleurs, ils ont plus de relations avec les Américains, enfin avec les USA plutôt que britanniques. À Hong Kong, ils sont même plus sérieux que à Taïwan. D'ailleurs, je me souviens d'une blague, la blague. Enfin, dans l'émission dont je vous parlais, What's High, une des blagues qui m'avait fait le plus rire, c'était une histoire, qui se passait donc dans les toilettes. Donc c'est pour dire le niveau, et ça on pourrait pas du tout avoir ça en Chine continentale. Dans la rue aussi, c'est pas la même chose, quoi. Ça a l'air plus moderne et plus vivant peut-être que la Chine continentale. Alors bien évidemment, aussi on a des points communs sur la culture, sur l'histoire, sur les traditions. Par exemple, la puissance à laquelle l'importance que prend le feng shui, par exemple, le feng shui dans la culture du quotidien. On a aussi des points qu'on pourrait dire communs avec le sud-est de la Chine aussi. Ne serait-ce que pour la façon de penser, ou même par exemple dans le sud-est de la Chine, on peut trouver une drogue douce qui est la baie de Bethel, qu'on trouve aussi à Taïwan. Donc il y a des points où c'est lié, où c'est exactement pareil, et il y a des points où c'est complètement différent. C'est ça qui est génial avec Taïwan. Je pense, c'est une île, c'est une nation ou un pays, là après ça devient politique, mais dans lequel beaucoup d'étrangers, de Français en l'occurrence, des personnes qui m'écoutent, on va dire, se plairaient vraiment. C'est agréable. Moi je connais pas mal de gens qui rêvent d'aller à Taïwan, je connais pas mal de gens qui y vivent aussi. C'est sympathique, c'est très très sympathique et c'est différent de Hong Kong. Donc il y a des points communs, j'avais fait la comparaison il y a pas longtemps, par rapport à la Chine continentale, par rapport à Hong Kong, mais ça reste une culture, dans le sens moderne, différent. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Voilà pour les différences donc majeures et les points communs majeurs là aussi. Donc je pense qu'il faut l'idée de faire une escale vers la Chine. Comme moi, par exemple, je me suis intéressé beaucoup à la culture de Taïwan et à ce qui s'y passe. C'est par contre là très très important pour se faire une opinion globale de ce qui se passe en Chine et aux alentours, donc Taïwan, Hong Kong. Voilà. Le rythme de vie est sympathique à Taïwan. Alors ensuite, question de Johan qui me dit « Pourquoi les Chinois viennent-ils faire leurs études supérieures en France ?» Quel est ce fameux système qui pousse les jeunes à sacrifier leur jeunesse pour la meilleure école supérieure en Chine? Je connais le système japonais et coréen grâce aux reportages présents sur YouTube, mais les Chinois non. Petite remarque, je ne vois quasiment jamais de japonais ou coréens qui viennent en France, ou alors très peu faire leurs études supérieures, donc chez Cédric. Alors Johan, pourquoi est-ce que les Chinois viennent faire leurs études supérieures en France? Il y a plusieurs points qu'il faut étudier. On a aussi plusieurs catégories de personnes qui viennent faire leurs études en France. On a les personnes qui sont intéressées par exemple par le luxe, par la France, d'une manière technologique aussi. On a des gens qui sont très qualifiés, et on en a d'autres qui viennent en France parce que ils n'ont pas réussi à atteindre une bonne école en Chine. Donc on a vraiment les deux opposés qui viennent en France pour des raisons totalement différentes. Ceux qui viennent en France, souvent, ils payent, par exemple ceux qui ont raté leurs études en Chine, ou qui n'ont pas obtenu une super université, ils peuvent venir en France parce que là ils auront une différence nette, qui sera du coup pas celle de l'université chinoise, mais qui sera celle d'avoir voyagé à l'étranger, fait ses études en France. Et puisque en France l'université est gratuite, on paye 150 € de LMDE ou je sais pas quoi là, c'est très très intéressant. La gratuité des universités françaises, ça peut être donc quelque chose qui peut faire donc aussi toute la différence. Alors, au niveau de sacrifier la jeunesse pour la meilleure école supérieure en Chine, c'est tout simplement parce que c'est comme en France, et c'est même plus extrapolé qu'en France, où on a ce système des concours, par exemple concours des fonctionnaires, concours des grandes écoles, etc. La logique
est la même, j'en ai déjà parlé. Si on se sacrifie pas, si on sacrifie pas la jeunesse, eh bien pour obtenir la meilleure école, la meilleure université, eh bien on ne trouvera pas le meilleur travail et les meilleures possibilités de carrière, tout simplement. Voilà. Et comme on est dans un pays d'ailleurs à la démographie dont c'est pas la peine de vous rappeler, donc qui est très spécifique, si on se bat pas très très dur pour obtenir ces meilleures places, eh bien on sera tout simplement laissé derrière. Voilà, on retrouve aussi ce que j'évoquais dans un épisode précédent, la différence entre le groupe, travailler pour le groupe et aussi une part de chacun pour soi, donc qui est due, je pense, vraiment à la démographie. Voilà donc pour ces questions très très intéressantes et posez-moi encore des questions. Posez-moi encore des questions. Là, je commence à en avoir donc quelques-unes d'avance, ça fait plaisir. Sur donc du-chinois.com/question, le formulaire va changer, il va y avoir pas mal aussi d'évolutions dans le podcast. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question, sur le podcast. Donc, d'ailleurs, d'abord, posez-moi une question sur du-chinois.com/question, question au singulier. Et puis répondez à cette question, ça va me permettre de faire évoluer le podcast aussi. Que pensez-vous de la durée des épisodes, Est-ce qu'ils sont trop longs, trop courts? Est-ce que vous pensez que je dois approfondir? Je sais pas, j'écrirai doivent dans la description du podcast, mais est-ce que vous pensez qu'il faut que j'approfondisse encore plus les questions, ou est-ce que par exemple 5 minutes par question c'est déjà parfait, super méga génial? Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de mes réponses, notamment donc dans la longueur dont j'ai besoin pour les traiter. Voilà, gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés.